En décembre, c'est le Marathon du Don de Radio Courtoisie. Qu'est-ce que c'est que le Marathon du Don ? Le Marathon du Don, c'est la grande collecte de fonds que nous organisons chaque année au mois de décembre. Parce que c'est la dernière chance pour les auditeurs qui n'ont pas encore fait de dons de défiscaliser utilement, symboliquement, s'ils n'ont pas envie que leur argent serve à financer l'immigration illégale ou les politiques transgenres, eh bien, ils peuvent donner une partie de leur argent à Radio Courtoisie et la déduire de leurs impôts à hauteur de 66%. Et en plus de ça, nous avons un mécène très généreux qui, depuis 2 ans, chaque fin d'année, nous promet de doubler les dons au mois de décembre. C'est-à-dire que si vous donnez 50 €, eh bien nous en recevrons 100, et à vous, il ne vous en coûtera qu'à peu près 18. C'est pourquoi je vous demande de nous soutenir pour ce marathon du don. Donnez-nous les moyens de défendre vos idées. Rendez-vous sur soutenir.rc.fr. Ligne droite. Le grand réveil. Bonjour Guilain Benessa. Bonjour Maud Koffler. Merci d'être avec nous ce matin. Alors Guilain Benessa, François Bayrou a été nommé Premier ministre. Comme c'est bizarre, il succède donc déjà à Michel Barnier. La passation a eu lieu vendredi après-midi. Et François Bayrou s'est bien sûr empressé de donner ses premières interviews, notamment à la Tribune du dimanche, avec cette phrase du journaliste Ludovic Vigogne qui ouvre presque l'entretien. François Bayrou a toujours considéré que l'on ne ferait appel à lui que si tout était devenu désespéré. Guilain Benessa, François Bayrou a-t-il été choisi par Emmanuel Macron par désespoir ? Écoutez, Maud, première remarque tout de même, en cette sympathique lundi où nous commentons l'arrivée de François Bayrou, je suis déjà ravi parce qu'il y a 3 jours, j'avais mis une pièce sur François Bayrou et j'ai eu raison. Vous savez, je joue souvent à ce petit jeu quand même qui est de savoir si oui ou non on prévoit les événements politiques comme la météo, donc jouons à cela 2 secondes. Alors, plus profondément et plus lourdement, ce que je retiens surtout de cette nomination, c'est le bal des hésitations dont nous avons eu vent, qui a eu lieu toute la journée en réalité vendredi. C'est-à-dire que François Bayrou est un choix désespéré peut-être, en tout cas le choix d'un président aux abois qui ne voulait pas de François Bayrou. Donc on a appris qu'effectivement c'était, en réalité c'était Sébastien Lecornu qui tenait la corde. Sans vouloir faire du commentaire de commentaire, ce que je retiens de ça qui me paraît le plus important honnêtement, c'est que semble-t-il qu'Emmanuel Macron voulait reprendre la main. Ce qui veut dire qu'il considérait quelque part qu'il avait dû cohabiter, ou plutôt faire avec, en tout cas, Michel Barnier, et il voulait un homme à sa botte, en fait, qui était donc Sébastien Lecornu, un proche d'Emmanuel Macron. Ce que je retiens là-dedans, c'est surtout que ça confirme, vous savez, le bouquin de David Lhomme, sorti il y a quelques années, Le traître et le néant, consacré à Macron, où il me semble que les 2 journalistes disaient de lui que c'était notamment, il faisait parler Pierre Moscovici, qui disait que Macron ne supportait pas partager le pouvoir, qu'il a toujours eu ça au fond de lui depuis des années, qu'il était déjà comme ça en tant que ministre, et que par-delà sa séduction, ce qui était lui un fondement, c'est la concentration du pouvoir. Il refuse que quoi que ce soit ne transite pas par lui. Donc en réalité, François Bayrou est le choix numéro 2 d'un président qui voulait un proche parce qu'il voulait arrêter de cohabiter. Il voulait donc annuler, comme j'arrête pas de le dire depuis 6 mois, le résultat des élections législatives, faire comme si tout ça n'avait pas eu lieu, comme si la Chambre n'avait pas eu lieu, comme si la tripartition n'avait pas eu lieu, comme si le RN n'avait pas 120 députés, comme si LFI n'avait pas 90 députés, et nommer un sous-fifre à Matignon. Il a finalement François Bayrou. C'est une autre forme de sous-fifre, mais bon, nous allons y venir peut-être plus profondément maintenant. Oui. Alors, un coup de force, effectivement, de François Bayrou qui a mis la pression sur Emmanuel Macron le matin de sa nomination. Faut pas oublier que Emmanuel Macron avait appelé François Bayrou à 5h du matin pour lui dire qu'il ne serait pas nommé. Mais c'est à coup de chantage qu'il est parvenu à ses fins en mettant les 36 sièges de députés. Enfin, en fait, c'est même pas du chantage, c'est de la politique, quoi. Les 36 sièges de députés du MoDem dans la balance. Qu'est-ce que ça dit globalement de l'état dans lequel se trouve Emmanuel Macron aujourd'hui ? On dit depuis, ça me fait sourire, c'est terrible, mais je trouve ça complètement délirant. On dit depuis plusieurs mois qu'Emmanuel Macron est seul, qu'il est impuissant. Là, c'est la révélation ultime, Guilain Benessa. Mais alors là, complètement. C'est-à-dire que Emmanuel Macron, il est seul, il est isolé, il fait avec ce qu'il peut et il s'est vu contraint par François Bayrou de le nommer Premier ministre. Alors, juste un mot déjà, être contraint par François Bayrou. Il y a déjà un problème dans l'énoncé. On m'aurait dit qu'il aurait été contraint par la plus grosse force politique en place, c'est-à-dire contraint par, admettons, Jordan Bardella, Jean-Luc Mélenchon, je sais pas, vous voyez, quelqu'un qui représente un poids, qui a un poids politique fondamental dans ce pays, pourquoi pas ? On aurait eu un mano à mano, rapport de force, on peut le comprendre. Mais en fait, il y a 2 choses.
par-delà la faiblesse d'Emmanuel Macron, qui est réelle, l'isolement d'Emmanuel Macron, un isolement dont il voulait encore une fois tirer profit en réalité. Mais par-delà cet isolement, il faut bien comprendre que François Bayrou, il représente donc 36 députés, il est encore plus bas, j'allais dire, que Michel Barnier, qui représentait 5 ou 4%, je ne sais plus, des voix lors des législatives, Ouais. donc c'est une force d'appoint. Mais, et là il faut comprendre ce qui est en train de se jouer, il faut vraiment bien le comprendre. Le fait que François Bayrou ait un tel poids fait que désormais a comme conséquence, comme corollaire, que la Ve République va désormais être dirigée à Matignon par un homme de la Quatrième République. C'est-à-dire par ces hommes qui rêvent d'avoir du poids en n'étant que des appoints, en n'étant que des passerelles, des forces accessoires, des satellites. François Bayrou n'a jamais été rien d'autre qu'un satellite. Alors un satellite avec du poids parfois, avec beaucoup moins de poids des fois, mais enfin peu importe, il a toujours eu cette puissance qualité de satellite, avec le modem, hier avec l'UDF, etc. Ce qui veut dire que dans la Quatrième République, ce que nous avions et ce que je déplore depuis 6 mois, c'était l'émergence de forces qui ne représentent rien, mais qui défont et font les majorités. Ces éternelles forces qui sont de quelques députés, mais qui font qu'on a besoin d'eux pour former une coalition et pour avoir le pouvoir. François Bayrou a toujours été très à l'aise là-dedans. C'est un homme de l'appoint, c'est un satellite, c'est un homme qui ne représente rien dans l'opinion publique, mais qui a toujours une forme de nuisance en satellite de la droite ou en satellite de la gauche ou en satellite de Macron désormais. Et c'est qualité de satellite qu'il est en train de modifier les rapports de force et de prendre le pouvoir à Matignon. Ça veut dire que la Ve République meurt, que le général de Gaulle se retourne à sa tombe, et qu'Emmanuel Macron est en train de clouter le cercueil pour une dernière fois. Il a mis en place les élections législatives anticipées. Il a refusé de tenir tenir compte du vote des Français. Il a nommé Michel Barnier, qui ne représentait rien dans l'opinion publique, avec une dignité particulière, mais tout de même. Et désormais, on a François Bayrou, qui va être peut-être le liquidateur des institutions. Il détestait la Ve et il est nommé à Matignon. Ouais. Alors Guillaume Elsa, vous citiez tout à l'heure le livre de Davet et l'homme, Le traître et le néant. Là, on a l'impression que le traître, c'est Emmanuel Macron, le néant, François Bayrou. Je ne sais pas si vous avez vu sa première apparition médiatique pour commenter ce qui se passe à Mayotte. C'était terrifiant. Enfin, peut-être un petit mot là-dessus, parce qu'en fait, il ne savait pas quoi dire, donc il a aligné une espèce de sémantique qui voulait rien dire. Enfin, c'était terrible. Alors, vous avez tout à fait raison, Maud, mais en fait, la séquence sur Mayotte où on le voit filer, parce que il file à l'anglaise. Oui. Je veux dire, littéralement, il décampe dans les caméras. Ce qui fait que, d'ailleurs, petite chose, c'est que je trouve d'ailleurs que le ministre, c'est Bruno Retailleau qui tient le crachoir. Bruno Retailleau, il a un mérite, c'est que je le trouve relativement impassible et froid à voir son Premier ministre décamper comme un lapin. On le sent un peu décontenancé quand même. Un petit peu décontenancé, mais je trouve que ça va, globalement, il tire la barre. Mais plus lourdement, plus que Mayotte seulement, j'observe que, vous savez, son discours de vendredi, à vendredi 17h lors de la passation de pouvoir, son discours de vendredi était, à mon sens, lunaire. C'est-à-dire que le discours de vendredi me semblait être un discours de 30 ans d'âge, alors tenu par François Bayrou qui parle très lentement, mais bon, ça a toujours été son défaut, qualité d'ex-beg, on peut pas lui en vouloir. Je veux dire, il a en même temps, vous savez, quelque part, il a les pieds bien dans le sol et il le montre avec cette espèce de façon de parler qui est bien à lui, je veux dire. Mais plus largement, je trouve que ça signifie que François Bayrou, il a, j'allais dire un train de retard, mais il a un siècle de retard. Nous avions son discours c'était un vieux discours d'égalité des chances, un vieux discours sur la discrimination française, un vieux discours sur l'incapacité que la République a de donner à tous les jeunes une perspective de réussite. Ce discours était pour moi, vous savez, un discours de la gauche du début des années 90. On dirait que rien n'a eu lieu, que nous n'avons pas de discussion sur la laïcité, que nous n'avons pas de discussion sur l'islamisme, que la faillite française n'existe pas, qu'il faut donner un petit coup de pouce comme à Lens. Vous savez quoi ? On va mettre 2 tuteurs dans une classe avec un cours de soutien, et demain, tout ira mieux, et tout le monde s'en sera sorti. On dirait que rien n'a eu lieu, et que depuis 40 ans, il n'y a pas eu de politique. Au fond, François Bayrou, l'homme de la 4ème République, est également un homme des années 80-90. C'est comme si les années 2020 n'existaient pas. Il est mal à l'aise. Le costume n'est pas pour lui, tout simplement parce qu'il n'est pas du tout dans l'époque. Il n'est pas dans l'époque parce qu'il est un homme de l'ancien temps qui, à 73 ans, n'a rien à faire à Matignon. Un homme de l'ancien temps qui n'a rien à voir avec Michel Barnier, dont on disait aussi qu'il était un peu de l'ancien temps, de l'ancien monde, mais finalement bien plus ancré dans ce monde moderne que François Bayrou.
Vous savez, Michel Barnier, je pense que c'était un homme à l'ancienne, avec un style à l'ancienne, mais qui s'est jamais, on va dire, qui a toujours représenté une forme d'homme politique à la française. Ouais. J'observe que dans le dernier bouquin de Boris Johnson, Indomptable, ses mémoires publiés récemment, il fait un portrait assassin, littéralement assassin, de Michel Barnier, mais en même temps, il dit clairement qu'il a face à lui un Français qui a l'art du compromis et qui ne se départit jamais de cette espèce d'élégance à la française. Mm. C'est comme ça que Boris Johnson en parle dans les arcanes de Bruxelles lorsqu'il s'agit de négocier le Brexit. Ouais. François Bayrou, c'est encore différent, c'est un tacticien, c'est un homme qui n'a jamais été au centre du jeu. Il a toujours été dans un parti adjacent, dans un parti qui fait, comme je disais tout à l'heure, l'appoint. Je pense que c'est vraiment une différence avec Michel Barnier. Michel Barnier, il était un ministre RPR, UMP, enfin bref, la force qui était hier centrale à droite, et qui s'est pensé à ce qualité de ministre et d'homme central. Alors, pour moi, c'était devenu le troisième chapeau de l'UMP, mais il a cette force-là quand même qui était un homme d'un bloc qui comptait. François Bayrou a toujours été un homme de l'accessoire, un homme du centre. C'est-à-dire, le centre, faut bien le comprendre, le centre n'a jamais été rien d'autre qu'un pis-aller qui en même temps souhaite compter, non pas parce qu'il a des militants, mais parce qu'il a des notables. Non pas parce qu'il compte dans les urnes, mais parce qu'il a ce rôle, le centre, à savoir donner un coup de main ou louer l'appoint pour faire ou défaire les rois. Donc Ouais. je pense que François Bayrou, c'est pas un homme à l'ancienne comme Michel Barnier, c'est un homme à l'ancienne comme la 4e République avait l'habitude de nous les donner, c'est-à-dire un homme qui ne pèse pas, mais qui s'imagine peser, un homme qui ne compte pas, mais qui veut compter, un homme du centre qui s'imagine que grâce à lui, la politique ne pourra pas se jouer de la même façon. Mm. C'est ça François Bayrou, ce n'est ni plus ni moins. Et d'ailleurs, si on est un minimum sérieux, politiquement, il n'a jamais rien laissé. C'était un ministre de l'Éducation nationale qui n'a rien laissé. C'est un homme qui a trahi Nicolas Sarkozy pour rejoindre François Hollande ou Ségolène Royal. C'est un homme qui dit des pique-pendre d'Emmanuel Macron avant son élection de 2017, qui est devenu son ministre de la Justice, qui a été rayé de la carte pour des histoires d'assistants parlementaires, qui aujourd'hui empêchent peut-être Marine Le Pen de poursuivre sa carrière au centre de l'échiquier et non pas au centre du paysage politique. Et désormais, c'est peut-être François Bayrou qui va tirer les ficelles pour quelque temps encore. Toutefois, je ne crois pas une seule seconde que cette combinaison puisse durer longtemps. Vous voulez dire que François Bayrou ne tiendra pas longtemps à la tête du gouvernement ? À mon avis, je ne sais pas si Marine Le Pen va censurer demain, mais dans les 6 mois à venir, si tant est que les 6 mois tiennent, nous aurons honnêtement la difficulté de voir cet attelage tenir. Vous avez vu que ce que rêve de faire François Bayrou, c'est de rappeler ce qu'il appelle des poids lourds au gouvernement, des hommes expérimentés. Donc il veut ramener des hommes expérimentés. On a eu les premiers noms qui ont fuité. Il paraît que Moscovici serait dans les tuyaux pour être ministre de l'économie. Il paraît que les ex vont être reconduits. On aurait Lescure potentiellement aussi à l'économie. On aurait Retailleau, à l'intérieur, qui a manifestement tiré son épingle du jeu. On aurait Rachida Dati à la culture. On aurait d'autres, je veux dire que on aurait Stéphane Rebsamen, un ancien de la Hollandie, qui reviendrait aussi dans le gouvernement pour essayer de faire la pointe. Ce qui veut dire qu'en fait, François Bayrou, vous savez ce qu'il fait ? Il essaye de mettre de la glu pour ramener tous les ex ou les anciens, les faire coller ensemble et s'imaginer que ça fera un gouvernement. Alors nous avions une tripotée d'anonymes, nous aurons peut-être une tripotée de noms qui sont les ex de la Hollandie, peut-être même des ex de la Sarkozy, des ex de la Macronie, tout ça pour faire tenir un gouvernement qui ressemblera au gouvernement des hommes expérimentés qui, je le rappelle, sont ceux-là même que les Français rêvaient de congédier en allant voter aux européennes et au premier tour des élections législatives. C'est d'une tristesse, je veux dire, d'avoir une telle faillite. C'est le Titanic avec à sa tête le vieil homme des années 80-90. Ouais, c'est rarement bon signe de rappeler les ex. Justement, c'était un peu le thème de ma prochaine question. Il est censé maintenant rassembler. Lui, il veut même réparer. C'est le mot qu'il a employé. Il adore réparer. Mais là, tel que les choses se présentent, il va réparer quoi ? Il va rassembler qui ? Parce qu'en plus, le Parti socialiste ne veut pas figurer dans ce gouvernement. Le Rassemblement national non plus. Bon, ça date pas d'hier. Mais du coup, oui, c'est ça. Il va simplement rappeler les anciens, mais ça va. Quelles vont être les conséquences d'un tel gouvernement, à votre avis ? Mais Maud Koffler, je vous rappelle que c'était les paroles de François Bayrou pendant les élections législatives. François Bayrou nous disait à l'époque, il faut clairement faire la démocratie avec l'arc républicain. Ce qui veut dire que la démocratie, c'est la réunion des ex. C'est-à-dire la réunion des ex, vous savez, ceux-là même que les Français veulent congédier, qui restent toujours là. Donc en fait, ça veut dire que nous faisons la démocratie avec le bloc central.
Si on reprend, alors j'ai plus ça en tête non plus, mais Davelhomme disait la même chose. Dans leur bouquin, je crois qu'à l'époque, un commentateur disait, un proche d'Emmanuel Macron disait, je ne veux pas faire d'erreur, donc je ne vais peut-être pas citer. Il me semble que c'est Stanislas Guérini qui disait, oh, vous savez, au fond, Emmanuel Macron représente 15 ou 20% des Français, ça nous va très bien. Et un autre disait, et les Français, les 80 autres ne l'aiment pas, mais ça suffira à gagner l'élection. Ce qui finalement était assez prémonitoire. Ah, d'accord. Ce que je veux dire par là, c'est que François Bayrou, c'est ce qu'il va faire. Il va colmater les brèches pour faire tenir un bloc central qui représente 20% des voix. C'est-à-dire la macronique à l'historique, vous rajoutez LR, vous rajoutez le Modem, etc. Allez, vous arrivez à 25, 27%, 28% des voix, quelque chose comme ça. Vous rajoutez un tout petit morceau du PS qui tiendra. Mais les deux forces centrales que sont la NF1, les LFistes à gauche et le RN à droite ne rentreront pas dans l'échiquier. Ce qui veut dire que il va tenter de trouver un canot de sauvetage dans lequel il va placer les quelques ténors ou prétendus ténors LR. Il y aura Xavier Bertrand et consorts dedans, enfin ce genre de personnalité, en espérant, vogue la galère, que ça tienne le plus longtemps possible. Le problème, à mon avis, c'est qu'il n'y a aucune vision à long terme. Il y a peut-être un peu de tactique, pour moi très lourde, mais il n'y a aucune stratégie, aucune vision, dans la mesure où est-ce qu'on arrivera à tenir jusqu'à l'été? Est-ce qu'on tiendra jusqu'à une possible dissolution? Est-ce qu'il y aura des élections législatives anticipées? En tout cas, si le gouvernement tombe, un jour ou l'autre, Emmanuel Macron sera de nouveau tout seul. Il n'aura peut-être même pas de nouveau choix autre qu'un François Bayrou bis. François Bayrou ayant déjà fait son temps, s'il ne trouve pas de solution de repli, à mon avis, l'étape d'après, c'est la démission d'Emmanuel Macron. On va voir si ça tient encore 6 mois. On va voir s'il a une solution B. Je ne sais pas, mais je pense que ça sent vraiment la fin de règne avec à sa tête un homme qui rêvait d'abattre la 5e pour revenir à la 4e. Quelque part, c'est d'une logique implacable. Alors, au-delà des figures qui composeront ce nouveau gouvernement, ce qui a poussé à la motion de censure précédente, c'est le budget. C'est le projet de loi finance qui était un peu la clé de voûte de ce gouvernement. Est-ce que là, on peut trouver un compromis? Est-ce que c'est ça aussi qui peut faire basculer ce nouveau gouvernement? Est-ce que tout tient à ça, finalement? Pour l'instant, je pense qu'ils vont, je suppose, tenter de voter une loi spéciale le plus vite possible pour avoir un budget qui tourne pour l'année prochaine, un budget à minima, et après, il y aura des discussions sur un vrai budget à venir qui auront lieu, les discussions auront lieu début d'année, janvier, février, mars, etc. Là, la foire d'empoigne va reprendre. C'est-à-dire qu'on verra quelles sont les fameuses lignes rouges des uns et des autres, le RN en tête. De toute façon, la LFI va s'opposer quoi qu'il en soit. Il y aura une opposition de principe. Donc l'idée, le grand chantage va commencer. Est-ce que le gouvernement va tenir? Est-ce que Bayrou va entendre les suppliques du RN? Est-ce que le RN va être obligé de s'allier à LFI pour censurer le gouvernement? Qu'est-ce que va faire le PS? Le PS étant dans une situation un peu analogue, puisqu'il hésite à être totalement raccord avec le gouvernement à venir, sachant que, si j'ai bien compris, les LR disent on ne participera pas s'il y a des PS, les PS disent on ne veut pas participer si le chef du gouvernement est LR. Donc, tout ça n'augure rien de toute façon de tenable. Mais vous savez, le problème, nous entendons parler maintenant depuis quelques semaines de la perspective d'un passage à la proportionnelle. C'est-à-dire que le RN dirait je ne censure pas le gouvernement si François Bayrou met en place la proportionnelle dont rêve le RN pour avoir plus de poids, notamment à l'Assemblée. Pour moi, le fond de l'affaire, c'est que tout ça n'est qu'un jeu, n'est que le voile des apparences. Nous discutons du sexe des anges au moment même où la République est en train de défaillir. Nous sommes en train de rentrer dans des discussions de couloirs, des discussions, lamentables, des discussions de boutiquiers qui tiennent en réalité à des institutions qu'on tente encore plus de verrouiller, au moment même, et je pèse mes mots, où Emmanuel Macron essaye de faire croire que le chaos vient de partout et de tout le monde, sauf de lui-même, alors même qu'il est au centre du désastre et du chaos qui est en train de déferler petit à petit sur les institutions, sur l'esprit des institutions et sur tout ce qui se passe. Il faut impérativement que personne ne tombe dans le panneau. Chaque fois, à chaque moment où la discussion porte sur autre chose que la responsabilité du principal intéressé, à chaque fois qu'ils font cela, ils mettent une pièce dans la machine de la destruction programmée des institutions qui signifie le Titanic de la France, le Titanic direct, un peu plus tous les jours. Eh bien, pourvu que le Titanic ne coule pas tout de suite. Merci beaucoup, Guilain Benessa. On refera certainement un point après les vacances, à moins qu'il n'y ait une actualité politique
importante cette semaine. À suivre donc. Merci beaucoup, Guilain Benessa. Joyeux Noël tout de même. Mais oui, joyeux Noël à vous. À bientôt.